Bonjour à tous. Mon invité, en effet, est la tête de liste de la France insoumise aux élections européennes. Bonjour Manon Bry. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va faire connaissance. Alors, pardon de commencer par ça, mais je vais commencer par votre âge, 29 ans. Vous êtes plus jeune de 5 ans que François-Xavier Bellamy, le chef de file des Républicains, mais plus âgé de 5 ans que Jordan Bardella, le chef de file du Rassemblement national. Alors est-ce que, au fond, ce profond rajeunissement des têtes de liste européennes, c'est le signe de quelque chose, d'un renouvellement de la vie politique, selon vous? Je crois que c'est pas forcément un concours de la jeunesse parce que ceux que vous avez mentionnés ont beau être jeunes, ils ont, je pense, des idées d'un autre temps. Quand on est réfractaire à l'IVG, quand on prône des politiques économiques extrêmement libérales, quand on est pour repousser des migrants dans la Méditerranée au péril de leur vie, je pense à la fois à François-Xavier Bellamy pour les premières propositions et à Jordan Bardella pour les autres propositions. Ils ont beau être jeunes, ils n'ont pas forcément des idées de notre temps. Je parle même pas des questions écologiques qui ne leur sont pas chevillées au corps, et pourtant nous sommes la génération climat. Donc, et par ailleurs, tous les deux ont déjà des mandats politiques. Moi, c'est mon premier saut en politique avec cette aventure. Donc, je pense qu'il faut faire attention à pas analyser d'une traite et de la même manière l'ensemble de ceux qui se présentent aux élections européennes. Alors justement, comment on se retrouve chef de file d'une liste aux européennes, alors même que vous n'étiez pas à la France insoumise, que vous avez pris votre carte quand on vous a désigné tête de liste? J'ai même pas pris ma carte, pour tout vous dire. Ah, j'avais lu non, que en fait, il n'y a pas de carte à la France insoumise. Ce sont des membres en ligne, et j'ai même pas cliqué en ligne pour tout vous dire. Vous n'avez même pas cliqué. Vous n'êtes même pas membre de la France insoumise. Non, et on se retrouve. Pour tout vous dire, un peu avec surprise, j'ai aussi beaucoup hésité à répondre à cette proposition. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui vous passe un coup de fil un jour, et c'est le comité électoral qui m'a contacté. Alors moi, je travaillais pour une ONG qui s'appelle Oxfam sur les questions de lutte que préside contre aujourd'hui Cécile Duflot pour la partie française. Tout à fait. Et je travaillais sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités. Des combats qui sont importants à mener sur la scène européenne, des combats qui sont importants dans le contexte actuel de mobilisation des Gilets jaunes, même s'ils m'avaient contacté bien avant les Gilets jaunes, mais des combats qui font écho aux aspirations populaires de notre temps. Et je pense qu'il y avait la volonté de la France insoumise à la fois d'aller chercher des compétences dans le secteur associatif, mais aussi de se renouveler et de faire monter des nouvelles têtes, de montrer que finalement la politique n'est pas réservée à des professionnels et que oui, des gens comme moi peuvent débarquer en politique. Mais concrètement, racontez-nous les coulisses, ça se passe comment? C'est Jean-Luc Mélenchon à un moment donné qui prend un café avec vous, hein? Comment ça se passe? C'est une longue histoire, il faudrait un peu plus que 10 minutes, mais oui, on en a 20, mais on va pas passer. J'ai vu Jean-Luc Mélenchon à la fin de l'été, qui m'a parlé de la possibilité de rejoindre la liste. On n'a même pas parlé à ce moment-là de place, et je vous avoue que les bras m'en sont tombés, que j'étais pas forcément enthousiaste initialement à l'idée. J'étais très surprise de la proposition, et comme je suis une fille polie, j'ai discuté avec Jean-Luc Mélenchon, mais sans forcément donner suite immédiatement à sa proposition. Et puis après, j'y ai réfléchi, et en y réfléchissant, je me suis dit que à la fois c'était l'occasion de donner un débouché politique au combat associatif que j'avais mené jusqu'à présent, y compris avec des frustrations de quand vous vous battez dans le secteur associatif, notamment, je sais pas, pour une liste européenne de paradis fiscaux, et vous n'arrivez pas à l'obtenir, vous vous dites si j'étais cet homme ou cette femme politique au Parlement européen, je pourrais être celui qui appuie sur le bouton. Et puis je me suis dit aussi que les barrières qui pouvaient être mises là pour entrer en politique, il était temps aussi de les lever, et que même si ça peut faire peur, le monde politique, où franchement ça donne pas toujours envie, pour être honnête, quand on voit franchement les guerres de petites phrases, les guerres d'ego. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas moi aussi sauter le pas, parce que la politique n'est finalement pas réservée qu'à ces hommes-là, et c'est surtout en plus en majorité des hommes. Alors quand on rejoint une famille politique, on rejoint tous les membres de la famille. Si je vous dis ça, c'est parce que je voulais vous demander si vous préfériez Jean-Luc Mélenchon ou François Ruffin. François Ruffin, parce qu'il vient de publier un livre qui fait quand même débat et polémique. Voilà, c'est un livre sur Macron et lui. Ils ont fait la même école d'ailleurs, la Providence. Regardez ce qu'il dit quand même sur le président. Votre tête ne me revient pas. Partout, vous posez avec votre mine catalogue des trois Suisses, les traits réguliers, le nez droit, la police, la mâchoire carrée. Votre tête ne me revient pas. C'est très mal, c'est viscéral, je m'en vante pas. Mais ce rejet, nous sommes des milliers à l'éprouver. Est-ce que c'est ça, la politique? En fait, parler d'un rejet physique
de l'adversaire? Alors je pense que vous avez isolé quelques phrases. J'ai lu le bouquin, il dit vraiment ça et ça dure 3 pages. Bien sûr qu'il dit ça. 2 éléments de réponse. Le premier, moi, c'est, j'ai pas lu le bouquin, mais je pense que ce que fait État, et j'ai plaisir d'ailleurs à discuter avec François Ruffin, ce qu'il fait État, c'est aussi de ces discussions avec des hommes et des femmes partout dans le pays. C'est aussi beaucoup ça le livre, hein, il raconte ses rencontres. Finalement, c'est le rôle d'un député reporter qui est au contact avec les gens, là où beaucoup d'hommes et de femmes politiques sont souvent éloignés des réalités. Et on aime aussi François Ruffin, lanceur d'alerte quand il met le zoom ou la lumière sur des sujets qui sont peu abordés. On pense par exemple à la question des accompagnateurs d'enfants handicapés. Et on aime François Ruffin. Mais il a aussi de la haine pour Emmanuel Macron. Et il le dit d'ailleurs, de la haine physique. Le deuxième élément de réponse que je voulais vous dire, c'est que je vous invite franchement la prochaine fois, on va aller en porte-à-porte ensemble. Et quand on va en porte-à-porte, franchement, on y va sans caméra, mais on y va pour discuter avec les gens. Et quand on discute avec les gens, on ressent une colère profonde, honnêtement, qui est frappante. Elle ne doit pas être physique, cette colère. Non, mais... Là, il en veut au physique du président, il en veut à son sourire. Non, mais lui faites pas le procès, un procès d'intention. Est-ce qu'il a appelé à la violence contre Emmanuel Macron? Jamais. Mais il fait état d'une colère qui est profonde. Et cette colère, elle est incarnée dans Emmanuel Macron. Et je vous l'accorde, c'est assez neuf dans la Ve République qu'il y ait une colère si focalisée sur une personne qui incarne une politique en faveur des plus riches, qui incarne une politique injuste socialement, fiscalement. Et oui, il y a une colère, notamment dans les quartiers populaires. Est-ce que la colère, ça doit être de la haine? Non, moi, je veux m'adresser à toutes ces personnes qui expriment cette colère qui est légitime. Vous avez un moyen de l'exprimer. Ce moyen en démocratie, c'est un bulletin de vote. Allez voter à toutes les opportunités qui vous sont offertes. Allez voter le 26 mai pour les élections européennes, parce que le pouvoir et la majorité et Emmanuel Macron se satisferont d'un taux de participation très faible, qu'on annonce très faible. Et donc, je pense que François Ruffin a ce mérite de redonner la parole à ces oubliés, à ceux pour qui finalement on ne fait plus de politique. On ne fait pas de la politique uniquement pour les quartiers favorisés ou la banlieue parisienne. On fait de la politique pour l'ensemble des quartiers, y compris les quartiers populaires. Est-ce que le devoir des politiques, c'est quand même pas de contenir la haine quand elle est physique, parce qu'elle peut être contre n'importe quoi? De nouveau, je suis désolée, à quel moment François Ruffin a appelé à de la violence physique vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Il n'appelle pas la violence, mais il dit « votre tête ne me revient pas », est très régulier, le nez droit à la police. Moi, je pense que le débat, il devrait plutôt se porter sur aujourd'hui le ressenti et le rejet populaire, qui est un rejet sur le fond. Et donc, c'est important de sentir cette colère-là, mais de discuter de comment on y répond. Alors comment on y répond avec des réponses politiques. Ça fait 100 jours que le mouvement des Gilets jaunes est dans la rue, notamment tous les samedis. C'est quoi, selon vous, la suite, l'issue? Qu'est-ce que vous attendez de ce grand débat qui dure depuis maintenant plus d'1 mois? Et qu'est-ce que vous attendez comme réponse du gouvernement? Des réponses politiques. Je crois que le message des Gilets jaunes, il est très clair. Il est double. C'est un partage du pouvoir, avec notamment le référendum d'initiative citoyenne, qu'il soit constitutionnel, qu'il soit législatif, qu'il soit révocatoire. Et d'ailleurs, la France insoumise a déposé une proposition de loi qui a été discutée à l'Assemblée nationale la semaine dernière, balayée d'un revers de la main par la majorité. On en avait parlé ici, c'était des seuils très bas, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait déclencher des référendums très facilement pour le coup. Non. Peut-être qu'il y a un juste équilibre à trouver. Non, c'était plus de 800 000 personnes, c'est important. Par ailleurs, nous pouvions discuter de la révocation au bout de 18 mois de n'importe quel mandat. Du seuil, mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il se dit prêt au débat et il balaye d'un revers de la main une proposition qui est soutenue par une vaste majorité de la population. Donc, les réponses, elles sont apportées du point de vue politique. Je vous disais partage du pouvoir et partage des richesses avec la justice fiscale, rétablissement de l'ISF, mais aussi davantage de progressivité de l'impôt. Voilà des idées qui sont importantes, qui sont dans le débat politique, qui sont largement soutenues, et voilà des idées complètement ignorées. Donc il ne faut pas s'étonner d'une colère et d'une rancœur vis-à-vis du pouvoir actuel. Comment vous expliquez, on va regarder ce sondage qui a été fait par Harris Interactive pour LCI, après 15 semaines de crise sociale, par exemple, 55% des Français estiment que le mouvement doit s'arrêter. Peut-être qu'ils sont lassés de ces violences tous les samedis. Est-ce que vous pensez que le mouvement doit changer et que ne doit pas se focaliser tous les samedis sur des violences très fortes et qui choquent les Français maintenant?
Moi, je vous retourne la question. Est-ce qu'il n'est pas étonnant qu'après 3 mois, qu'après 15 semaines de mobilisation, après avoir insulté le mouvement des Gilets jaunes de violents, antisémites, pas le mouvement racistes, des Gilets jaunes. Il y a eu en marche, vous le savez. Non, mais vous savez qu'il y a des amalgames qui ont été faits. Donc, je vous retourne la question. Est-ce que vous ne trouvez pas étonnant que la mobilisation continue? Est-ce que vous ne trouvez pas étonnant, si on en suit les chiffres du ministère de l'Intérieur, que le mouvement était même en hausse samedi dernier par rapport au samedi 46 000, précédent? Donc oui, franchement, il y a une fatigue. Moi, je suis allée manifester avec eux quand vous allez tous les samedis manifester. Oui, c'est fatigant. On comprend que y a une forme de lassitude de tout le monde, mais la lassitude première, elle est véritablement vis-à-vis du gouvernement qui ne répond pas sur le fond. Donc le mouvement s'arrêtera définitivement quand des réponses politiques auront été apportées et elles sont sur la table. Alors ce sondage Harris Interactive aussi, où on teste les listes aux élections européennes, il n'est pas très favorable pour vous. Vous allez m'expliquer pourquoi. D'abord, on voit que La République En Marche reste en tête, 22%, suivi par le Rassemblement national, et la France insoumise n'est qu'à 8%, c'est beaucoup moins, 10 points de moins qu'à l'élection présidentielle. Comment vous l'expliquez? Et vous, tout à l'heure, vous avez dit aux Français, mais allez voter, allez faire part de vos revendications dans les urnes. C'est pas ce qu'ils font. Pourquoi? Vous voyez là une difficulté. La difficulté, c'est que l'abstention, je le disais, est a priori très forte. Sauf que vous avez vu, il y a beaucoup de Français qui disent qu'ils vont aller voter aux européennes plus que la fois précédente. 59%, c'est beaucoup. Non, pour le moment, le taux de participation attendu est autour de 45%. C'est ceux qui disent que ça les intéresse. Ça les intéresse, donc c'est pas la même chose. Et par ailleurs, il y a plus d'un électeur sur 2 qui est encore incertain de son vote. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la nécessité, c'est de parler du fond et de pouvoir avoir un débat politique, parce que la campagne pour les européennes, elle a assez peu commencé. Et ma meilleure réponse à ce sondage, c'est ça. C'est notre programme. Votre programme. Notre programme, l'avenir commun en Europe, et les propositions qu'on formule sur la scène européenne. Propositions pour sortir de la situation et du statu quo dont vous parliez sur le mouvement des Gilets jaunes, pour apporter des réponses sur le fond, notamment en matière de justice fiscale. On a entendu ce slogan dans les Gilets jaunes, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Et pour que les gros payent gros, il faut qu'ils arrêtent de faire de l'évasion fiscale. Et c'est un sujet qui me tient à cœur et dont je souhaite que l'on parle dans cette campagne. C'est vrai que dans vos propositions, vous êtes souvent très proche des revendications des Gilets jaunes. Je vous l'accorde. Et pourtant, pourquoi est-ce que la France insoumise n'est pas créditée de ce soutien? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'adhésion avec ce mouvement populaire, selon vous? Alors, vous le voyez, d'abord, c'est que l'élection n'a pas eu lieu. Et donc, l'élection n'a pas eu lieu, et donc on va voir la manière dont ça va se traduire. Par ailleurs, on le voit, de plus en plus de Gilets jaunes se rapprochent aussi de la France insoumise, dans des réunions publiques, etc. Mais après, je vous l'accorde, franchement, et je vais être honnête avec vous, il y a une défiance du politique. Il y a une défiance du politique. Dès que vous avez une étiquette politique, il y a une peur, voire un rejet. Y compris la France insoumise. Et moi, j'ai envie de dire à tous ces gens-là, parce que je le ressens aussi profondément à titre personnel, c'est mon premier engagement politique. Vous ne regrettez pas du coup d'être engagé en politique? Je ne regrette pas, parce que justement, à un moment où on rejette le politique de plus en plus, je pense que le politique est la solution. Je pense que quand on exprime une telle colère vis-à-vis du gouvernement, de telles aspirations de justice fiscale, de partage du pouvoir, de lutte contre les inégalités, ça peut trouver une traduction politique. Et donc, ma meilleure réponse au sondage, c'est aussi que l'on parle de politique, que l'on parle de projet. Et je pense que dès qu'on parlera de projet, on sera aussi en capacité de convaincre. Vous savez, c'est aussi pour ça que j'ai fait de la politique, pour essayer de vous convaincre, vous en tant qu'électeurs, tous ceux qui nous regardent, pour vous dire que un projet alternatif est possible en Europe, mais encore faut-il qu'on ait le temps et l'espace pour en discuter. J'ai envie de dire, finalement, la France insoumise à 8%, est-ce que c'est pas une chance pour l'union de la gauche? Parce qu'à une époque où Jean-Luc Mélenchon était super puissant, avec son score à la présidentielle, il refusait finalement de s'allier avec Benoît Hamon pour Génération, ou par exemple Olivier Faure pour le PS. Aujourd'hui, quand on voit ces trois dirigeants, ils ont chacun 8-6. Pourquoi vous vous alliez pas pour faire gagner la gauche? Deux éléments de réponse. Le premier, c'est que quel sens y aurait-il à avoir sur une même liste des gens qui ne sont pas d'accord entre eux? À un moment où il y a un rejet du politique dont on parlait, on ne va pas faire croire à des gens d'un accord de façade alors que nous avons des désaccords. Notre désaccord principal, il porte sur notre vision de l'Europe et des traités actuels européens. Nous pensons que les traités sont une contrainte parce qu'ils empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, parce qu'ils empêchent un investissement massif dans la transition énergétique. À l'heure où on est en plein pic de pollution, à l'heure où la planète brûle et plus que jamais il faut investir massivement dans la transition énergétique,
On est contraint. Et donc vous voulez sortir de l'Europe? Non, nous pensons que nous devons changer les règles européennes. Enfin, si vous dites que les traités sont contraints, ce qui est d'ailleurs c'est vrai en partie, vous pouvez sortir de l'Europe. Alors, vous m'accordez que les traités sont une contrainte, on va s'accorder là-dessus. Et ensuite... C'est sûr, quand vous faites un accord avec des partenaires, vous êtes contraint par les règles. Les traités sont une contrainte par leurs règles actuelles. Mais des traités, dans la construction européenne, il y en a eu en moyenne tous les 5 ans. Donc nous pensons qu'il faut juste s'en donner les moyens pour changer ces règles du jeu. Changer ces règles du jeu avec tous ceux qui le veulent au niveau européen. Mais qui le veut en Europe? Podemos en Espagne, le Bloco au Portugal. Et juste pour finir de répondre à votre question, nous, notre liste est déjà une liste de rassemblement, puisque nous avons Emmanuel Morel qui vient du Parti Socialiste, nous avons Sergio Coronado qui est encore membre de ELV, et nous avons des gens comme moi qui n'ont jamais fait de politique et qui viennent du milieu associatif. Nous avons des acteurs de terrain, Anne-Sophie Pelletier qui était aide-soignante en EHPAD et qui a mené une grève de plus de 110 jours. Nous sommes la France dans sa diversité, mais sur un projet clair pour créer ce rapport de force et changer les règles du jeu. Si vous n'y arrivez pas, veut une Europe, créer ce rapport de force et changer les règles du jeu. Si vous n'y arrivez pas, veut une Europe solidaire et écologique. Si vous n'y arrivez pas en Europe, vous seriez prêt à sortir de l'Europe, à faire un Frexit, par exemple? Alors, ça fait écho à notre vision de l'Union européenne, ce qu'on caractérise dans le plan A et le plan B. Le plan A, à notre sens, c'est la négociation. C'est renégocier les traités. Le plan B et le aussi. plan B. Non, le plan A, c'est changer l'Europe tous ensemble. Le plan B, c'est avec ceux qui le veulent. Et moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne peut se faire sans la France quand elle compte 18% de l'économie européenne? Est-ce que vous pensez que l'Union européenne peut se faire sans l'Allemagne? L'Europe? Non, je pense qu'elle ne peut pas se faire sans l'Allemagne, mais je pense que l'on peut faire des coopérations. On n'est pas tout à fait d'accord avec les Allemands sur. Mais je pense que l'on peut faire des coopérations renforcées quand et je veux aussi interpeller notamment Yannick Jadot, écologiste, qui met l'écologie comme un totem, mais qui se donne pas les moyens d'agir véritablement pour la transition énergétique et notamment le financement de la transition énergétique. L'euro, est-ce qu'il faut sortir de l'euro? Non, je pense qu'il ne faut pas sortir de l'euro. Par contre, il faut aujourd'hui reprendre le contrôle sur la politique monétaire, celle de la Banque centrale européenne, le politique doit pouvoir gérer la politique monétaire, notamment par exemple pour investir massivement dans la transition écologique ou l'emploi. Et pour ça, il faut changer les traités. Et nous sommes aujourd'hui la seule liste qui propose de sortir des traités actuels, de sortir de ce carcan finalement, ce carcan budgétaire. Donc de sortir de l'Europe si on sort des traités? Non, sortir. Avec les partenaires. Non, mais je vous l'ai dit, est-ce que l'Union européenne, je vous l'ai dit, dans sa construction, elle a changé de traité tous les 5 ans? Nous pensons que nous pouvons nous donner les moyens, mais personne n'a essayé. Personne. Nous le proposons. Alors une question concrète, l'usine Ford de Blanquefort qui devait être reprise ne le sera pas. Ford a annoncé qu'il rejetait l'offre du repreneur. Donc il y aura un plan social pour 800 salariés. Qu'est-ce que pourrait faire concrètement la France insoumise si elle était aux commandes? Interdire les licenciements économiques quand une entreprise fait du profit. Ford a fait du profit pendant un certain nombre d'années, plusieurs milliards d'euros accumulés, et fait le choix de sacrifier le destin de 800 personnes qui du jour au lendemain se retrouvent au chômage sur l'autel du profit. Donc on continuera à fabriquer des boîtes de vitesse qui ne se vendent plus, par exemple? Mais est-ce que Ford est vraiment en chute libre en matière de vente? Enfin, regardez les chiffres. Apparemment, sur les boîtes de vitesse automatiques, manifestement. Mais est-ce que Ford fait que des boîtes de vitesse automatiques? Donc vous voyez, on parlait de cette Europe tout à l'heure. À fabriquer autre chose. On peut adapter le modèle économique, mais on parlait tout à l'heure de cette Union européenne. On m'a vendu en grandissant l'Union européenne qui protège. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne du dumping social, où les pays et les entreprises se font concurrence les unes par rapport aux autres en baissant le droit des travailleurs, en baissant le niveau de fiscalité, de telle manière à ce que, au final, ceux qui en payent le prix de cette Union européenne qui détruit la vie des gens, c'est nous tous. Et donc, pour enrayer cette spirale, il faut une Europe qui protège, et c'est pour ça qu'il faut changer ces règles européennes dont on parlait juste avant. Dernière question, c'est le concours Lépine sur la fiscalité au gouvernement en ce moment. Jacqueline Gourault, ce week-end, a proposé de faire payer l'impôt sur le revenu par tous les Français. Bonne ou mauvaise idée? À l'heure où les gilets jaunes demandent à ce que les plus riches payent leur juste part d'impôt, on répond et le gouvernement répond en faisant payer les plus pauvres. Je crois qu'il n'a pas retenu la leçon de ces 15 semaines de mobilisation. Elle propose aussi une tranche supplémentaire. Elle dit qu'il faut que tout le monde paye. Alors nous un petit peu symboliquement les plus modestes. Et nous proposons 14 tranches d'impôts. À l'heure actuelle, il n'y en a que 5. 14 tranches, c'était aussi le nombre de tranches d'impôts à l'origine de la création de l'impôt, pour le rendre plus progressif et faire en sorte que on paye en proportion de ses moyens pour contribuer à l'effort national, à nos hôpitaux,
qui sont de plus en plus délabrés, à nos écoles, à nos routes. Et puis j'ai envie de rappeler aussi... Mais pas un impôt revenu symbolique pour les plus modestes, par exemple. J'ai envie de rappeler aussi au gouvernement que le premier impôt payé, on l'oublie souvent, c'est la TVA. Le deuxième, c'est la CSG, qui sont des impôts injustes parce que payés en plus forte proportion par les plus pauvres. Donc il est temps de refaire de l'impôt un outil de redistribution des richesses, faire en sorte que les plus riches payent davantage. Il faut que, je pense, le gouvernement revienne à la raison parce qu'il en va de la lutte contre les inégalités, il en va aussi de la lutte contre le changement climatique parce que ces deux questions sont intimement liées. Les plus riches polluant davantage. Finalement, c'est un projet de société pour faire de la lutte contre les inégalités et le changement climatique un projet de société, et c'est celui que nous proposons à la France Insoumise. Merci beaucoup Manon Bry d'avoir été notre invitée. On retrouve tout de suite la matinale avec Julia Mette.